Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 21 décembre. Jean-Christophe Mitterrand en garde à vue. Le fils de l'ancien président de la République est entendu dans le cadre d'une enquête sur une affaire de trafic d'armes et de blanchiment d'argent. L'avenir des retraites complémentaires, les discussions ont repris entre patronat et syndicats qui semblent cette fois unis pour s'opposer à des allongements des cotisations. On appelle ça l'affaire des frégates de Thomson, une affaire où sont cités les noms d'Elf, de Roland Dumas et de Christine de Vier-Joncourt, mais une affaire qui a provoqué un immense scandale à Taïwan. L'enquête de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Et puis nous parlerons de la visite de Vojislav Koštunica à Paris. Le nouveau dirigeant serbe souhaite une coopération élargie avec la France. Un an après la double tempête de décembre, le drame est encore présent dans tous les têtes. Nous irons à Port-des-Barques, en Charente-Maritime. Enfin, nous vous présenterons les premières images de Corto Maltese, le héros de la bande dessinée d'Hugo Pratt, des images animées. Mais d'abord, ce nouveau scandale, cette affaire où apparaissent les noms de Jean-Christophe Mitterrand et de Paul Loussoulitzer sur fond de trafic d'armes avec l'Angola et de blanchiment d'argent. Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président de la République, est en ce moment en garde à vue. Olivier Caroff et Jeanne Assouli. Une affaire de trafic d'armes et de blanchiment d'argent, c'est ce qui vaut à Jean-Christophe Mitterrand d'être interrogé depuis ce matin par la brigade financière. Une garde à vue qui s'annonce délicate pour le fils de l'ancien président de la République. Il doit s'expliquer sur ses liens avec Pierre Falcon, un homme d'affaires récemment incarcéré. Dès hier soir, sitôt reçu la convocation de la police, Jean-Christophe Mitterrand s'est rendu chez son avocat pour préparer son interrogatoire. Je me suis borné à lui demander, mais vous avez rencontré ce monsieur qui est en prison? C'est très malheureux parce que, effectivement, s'il est en prison, vous allez avoir des ennuis, vous les avez. Il ne faut pas être dans l'agenda de quelqu'un. Quand on s'appelle Jean-Christophe Mitterrand, il ne faut pas être dans l'agenda d'un monsieur qui est en prison. L'agenda de Pierre Falcon a conduit un autre personnage prestigieux devant les policiers, Paul Loussoulitzer. Lui aussi est en garde à vue depuis ce matin. Le spécialiste des romans sur le monde impitoyable de la finance se retrouve ainsi embarqué dans une histoire qu'il aurait presque pu écrire. Tout commence dans les beaux quartiers de Paris, cet hôtel particulier, le QG de Pierre Falcon. Ici, l'homme d'affaires recevait beaucoup et savait se montrer généreux. Plusieurs centaines de milliers de francs pour Jean-Christophe Mitterrand, près de 2 millions pour Paul Loussoulitzer. Le problème, c'est que Pierre Falcon est soupçonné d'être un trafiquant d'armes, plus précisément avec l'Angola, un pays d'Afrique où la France a de gros intérêts pétroliers. Nous avons retrouvé l'associé de Pierre Falcon. Il vit en Israël. La France a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Il nie tout rôle dans cette affaire. Pour lui, c'est un règlement de compte, à l'origine duquel on trouve un proche de l'Élysée, période François Mitterrand. Au début des années 90, il travaillait à l'Élysée, dans le département Afrique, et c'est lui qui a mis en contact les Angolais avec M. Falcon. Dès que nous avons commencé à effectuer des opérations commerciales qui se portaient sur les opérations pétrolières, et donc ce qui a dégagé bien sûr des bénéfices relativement importants, M. commençait à exiger le paiement des commissions. Nous n'avons pas pu joindre cet homme, mais il travaillait bien avec la cellule Afrique de l'Élysée, dirigée à l'époque par Jean-Christophe Mitterrand. La justice semble donc se diriger vers une affaire de commissions occultes liées à des ventes d'armes. Le juge Philippe Courroy, chargé du dossier, devrait entendre dès ce soir Jean-Christophe Mitterrand, la première personnalité politique rattrapée par l'affaire. Le grand dossier du jour, ce sont bien sûr les négociations entre patronat et syndicats sur l'avenir des retraites complémentaires. 15 millions de salariés sont concernés, avec une équation simple: comment assurer le versement des retraites à l'avenir alors que la proportion d'actifs sur les inactifs n'en finit pas de diminuer. Le MEDEF voudrait que l'on travaille plus longtemps, les syndicats n'y sont pas disposés. Jean-Bernard Schmitt et Séverine Lebrun. Ils sont venus défendre leurs droits et ceux des futurs retraités. Une centaine de personnes devant le siège du MEDEF où selon eux se joue leur avenir. La réunion de cet après-midi risque d'être décisive. Décisive car tous les partenaires ne sont pas d'accord. Pour le patronat, fini la sacro-sainte retraite à 60 ans. Il faut raisonner en fonction de la durée de cotisation et non plus de l'âge du salarié. Dans un premier temps, tout le monde devra cotiser 40 ans.
pour toucher sa retraite à taux plein. Quelqu'un qui aurait commencé à travailler à 25 ans devrait donc s'arrêter à 65 ans. Et dans l'avenir, vu l'allongement de l'espérance de vie, ces 40 ans de cotisation devraient passer à 45 ans. La CFDT, elle, souhaite que la durée de cotisation reste fixée à 40 ans. Tous les salariés pourraient donc prendre leur retraite quel que soit leur âge et toucher la totalité de leur pension. Pour l'instant, derrière la CFDT, il existe un front syndical. Mais les positions pourraient cependant se durcir. Force ouvrière et la CGT ne veulent pas entendre parler de retraite au-delà de 60 ans. Pour les négociateurs, la nuit promet donc d'être longue. Et du côté des salariés du secteur public, le problème reste entier. 400 000 adhérents de la mutuelle des retraites de la fonction publique ont eu la surprise de recevoir un courrier. Leur retraite complémentaire va baisser de 16% le mois prochain. Peggy Leroy et François Privat. Ramasser les feuilles mortes de son jardin, Daniel Coutan pourra le faire bien plus tranquillement l'année prochaine, puisqu'il sera alors retraité. En attendant, cet instituteur est préoccupé par une autre feuille envoyée par sa mutuelle de retraite. Dans ce courrier, il apprend que le montant de sa retraite complémentaire sera abaissé de 16%. Ça me fait un manque à gagner certain, puisque mon épouse et moi, dans 2 ans, ce sera de l'ordre de 7 000 francs annuels en moins que nous aurons. Comme toutes les mutuelles, celle de la fonction publique est confrontée aux problèmes démographiques. De moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, avec une espérance de vie en augmentation. En 1930, on passait en moyenne 26 ans à la retraite. En 90, 33, c'est-à-dire 7 ans de plus. À cela s'ajoute une directive européenne qui oblige les mutuelles à accroître leurs réserves financières. Pour constituer ces réserves, eh bien, il n'y a que 2 choix possibles. Soit de demander de faire rentrer plus d'argent, soit d'en ressortir, enfin d'en redistribuer moins. Redistribuer moins d'argent, c'est-à-dire baisser les revenus des retraités, c'est le choix qui a été fait. Ce choix permet pour l'instant de ne pas augmenter les cotisations des fonctionnaires actifs. C'est presque un procès d'un autre temps qui s'est ouvert aujourd'hui à Versailles, celui de Françoise Saunier, 76 ans, poursuivie pour non-assistance à personne en danger. En pénétrant par hasard dans le jardin de sa propriété à Chatou, dans les Yvelines, les policiers avaient eu la surprise de découvrir une femme âgée dans un état de santé déplorable, recluse dans un cabanon. Elle y était depuis une trentaine d'années. Reportage de Stéphane Bretner et de Vincent Ferreira. Françoise Saunier, 75 ans, a eu du mal à rejoindre la salle d'audience. Assaillie par la presse qui voulait enfin voir celle que tout le monde présentait comme une esclavagiste sans âme. La victime, Renée Broussard, a été retrouvée il y a 1 an dans un état de grande misère et gravement malade. Cette dame de 65 ans vivait depuis 30 ans dans une maisonnette délabrée du jardin de la propriété de Madame Saunier. Seule, sans eau ni toilette, recluse. Aux enquêteurs, elle a raconté qu'elle mangeait dans les poubelles sans avoir le droit de sortir, sans travail depuis 10 ans. À la barre, ce n'est plus la même explication. Les poubelles, ce n'était pas pour manger, mais pour lire les journaux. Elle était libre, mais celle que les psychiatres décrivent comme redoutant le monde extérieur n'a jamais voulu s'enfuir. Pour la défense, l'accusation s'écroule. Les débats viennent de démontrer qu'il n'en est rien et que la réalité n'a rien, absolument rien à voir avec toutes les rumeurs, toute cette cabale qui a été menée de bout en bout et qui est fausse, qui est totalement fausse. Devant le tribunal, Madame Saunier a eu du mal à justifier son silence pendant plus d'un demi-siècle. La propriétaire n'explique pas pourquoi elle n'a pas prévenu les services sociaux, pourquoi une telle indifférence, même si les 2 femmes ne se parlaient plus depuis longtemps. Pour la partie civile, il y a faute grave. C'est un procès d'un autre temps, et à la fin de l'audience, on se rend compte que rien n'a bougé. Madame Saunier ne s'est pas rendue compte qu'elle avait pu faire du mal pendant 30 ans à une femme. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis. Parole contre parole, le tribunal tranchera entre ces 2 versions le 25 janvier prochain. Dans la région de Nîmes, les gendarmes et les policiers ont déclenché le plan épervier pour tenter de retrouver les 2 malfaiteurs qui ont abattu un policier hier et en ont grièvement blessé un autre, Jacques Cardoz et Caroline Gauthier. C'est la police elle-même qui a décidé la publication de ces photos. Celle de Robert Fine, 50 ans, condamné à 2 reprises pour vol à main armée et trafic de drogue. Il n'a jamais effectué la peine de 4 ans de prison dont il fait l'objet. C'est lui qui a tiré sur le policier hier. Son complice, Guy Franco, était lui au volant du véhicule qui a heurté le 2e policier. Celui-ci a pu sortir de l'hôpital aujourd'hui. Ces 2 trafiquants étaient suivis de longue date dans le cadre d'une enquête sur des trafics de machines à sous dans le sud et la région parisienne.
Nous travaillons à deux niveaux. Il y a l'enquête judiciaire qui est en train de se dérouler, c'est la section de recherche de Nîmes avec tous les enquêteurs qui sont autour. Et sinon, pour notre part, au niveau du département du Gard et en liaison avec le groupement du Vaucluse, nous mettons en place tout un dispositif pour essayer de retrouver la voiture et si possible les personnes qui sont à l'intérieur en prenant les précautions d'usage parce qu'ils ont montré qu'ils étaient très dangereux. Mais cet après-midi, seule la voiture des fuyards a pu être retrouvée. Sur place, la violence des chocs témoigne de la détermination de Finn et Franco. Se rendant compte qu'ils étaient suivis, ils ont eux-mêmes attiré la dizaine de policiers dans un guet-apens. Ils se sont arrêtés au péage autoroutier, faisant mine de se laisser interpeller avant de tirer et de fuir. Ce soir, les syndicats de police se plaignent du manque de moyens de la police judiciaire, délaissée au profit de la police de proximité. À Toulouse, le jeune Jérôme Chaboub a été condamné à 12 ans de réclusion. À l'audience, il avait pourtant présenté ses excuses aux policiers qui l'avaient blessé à l'épaule. C'était en 1998, au cœur de ce que l'on a appelé les événements du Mirail, ces émeutes qui ont agité pendant plusieurs jours ce quartier de Toulouse. Muriel Lassaga et David Bress. Le verdict était attendu avec beaucoup d'anxiété par le frère de Jérôme, par le brigadier de police aussi, blessé à l'épaule le soir du 18 décembre 1998. 12 ans de prison donc pour Jérôme Chaboub, 22 ans. Coupable d'avoir tiré délibérément, selon l'avocat général, sur un policier et un passant. C'est l'acte fou d'un homme qui ne l'est pas, dira l'accusation, avant d'ajouter qu'il ne s'agissait pas de vengeance après la mort de Habib, puisqu'il ne le connaissait pas. Habib, son nom reviendra souvent dans ce procès. Ce jeune des cités tué par un policier alors qu'il tentait de voler une voiture. Une affaire qui n'a toujours pas été jugée 2 ans après les faits. Pour les jeunes présents à l'audience, c'est l'incompréhension. Son copain il est décédé, ce qui c'est un flic qui l'a tué. Le flic qui l'a tué, est-ce qu'il s'est fait juger? Vous expliquez, est-ce qu'il s'est fait juger? Le flic qui a tué les jeunes. Il va y passer. Mais combien il va prendre de prison? Si moi je vous dis qu'il ne prend pas 2 ans de prison, le flic. On est déçus par une justice pareille. Nous on pensait avoir une justice impartiale et non pas une justice à 2 poids 2 mesures, comme ça nous a été prouvé encore une fois maintenant. Le brigadier qui a reçu des menaces de mort ne souhaitera pas réagir après le procès. Pendant l'énoncé du verdict, les CRS s'étaient dispersés dans la salle du tribunal où s'étaient rassemblés de nombreux jeunes des cités. Ce soir, un important dispositif de policiers se tient prêt à intervenir au cas où le quartier du Mirail connaîtrait de nouvelles tensions. Les agriculteurs du CDJA ont fait une drôle de découverte la nuit dernière en interceptant un camion sur une aire d'autoroute près de Laval. Ils recherchaient de la viande d'origine suspecte et ils en ont trouvé. L'entreprise à laquelle elle était destinée a été fermée sur ordre du préfet. Loïc Delamornay et Mathieu Drejoux. Date limite de consommation, 1er septembre 2000. Les agriculteurs de Mayenne ne sont pas mécontents d'avoir intercepté la nuit dernière ce camion, fût-ce de manière illégale. Mais ils ont dû batailler avec la préfecture pour enfin obtenir l'inspection des services vétérinaires et se désolent de devoir se faire justice par leurs propres moyens. On a des fraudeurs comme ces personnes, que je n'hésite pas à appeler de fraudeurs, qui nous foutent le bordel dans la consommation alimentaire, qui font douter le consommateur. Sur les papiers d'accompagnement de la viande, 2 dates de péremption, en septembre et décembre 2000, et un prix défiant toute concurrence. C'est de la viande qui est facturée à 3 francs du kilo pour une partie, et une autre partie à 7 francs du kilo. Du bœuf à 3 francs du kilo et à 7 francs du kilo, donc c'est très loin du prix de revient. En d'autres termes, la viande initialement destinée au rayon frais n'a pas réussi à être vendue et a donc été recyclée en viande congelée avec une nouvelle date de péremption. En revanche, la fraude paraît tristement banale, pas de traces de prions dans cette histoire. Il s'agit essentiellement là d'une activité, je dirais, d'un professionnel qui est sanctionné car il n'a pas respecté des règles essentielles de l'hygiène et de l'étiquetage de ses produits. La société destinataire a fait l'objet d'une fermeture administrative. Son directeur est actuellement entendu par la justice. Jean Glavany, le ministre de l'Agriculture, a présenté aujourd'hui le dispositif que le gouvernement met en place pour systématiser les tests contre la maladie de la vache folle à l'abattoir. Il s'agit d'en effectuer environ 20 000 par semaine, un chiffre que la Fédération bovine juge insuffisant. Pour Jean Glavany, l'essentiel était de démarrer vite alors que la production de bœuf connaît une crise sans précédent. Faut-il se méfier du téléphone portable, des ondes qu'il enverrait dans le cerveau? Pour la première fois, 2 études américaines répondent non à court terme. Sur les 5 dernières années, on n'aurait constaté aucune corrélation entre l'utilisation d'un portable et une tumeur au cerveau. Jean-Daniel Fezakier.
Au milieu des rumeurs et des expériences plus ou moins fantaisistes, ce sont deux études importantes qui sont publiées aujourd'hui dans des revues médicales majeures. La première étude, publiée dans le journal de l'Association médicale américaine, a comparé l'utilisation du portable chez 469 patients atteints de cancer du cerveau par rapport à 422 autres personnes hospitalisées pour d'autres causes non cancéreuses. Au bout de l'étude, l'analyse montre qu'il n'y a pas d'association entre portable et cancer. Dans notre étude, quelle que soit la fréquence mensuelle et le nombre d'années d'utilisation, il n'y a pas de relation avec le développement de cancer du cerveau. La deuxième étude a comparé un groupe de patients atteints de tumeurs bénignes et malignes du cerveau à un autre groupe n'ayant pas du tout la même pathologie. Là encore, l'étude a montré l'absence d'association entre téléphone mobile et survenue des tumeurs. Il faudra poursuivre ces études sur plusieurs années pour mesurer à long terme les effets des portables, mais on sait en revanche aujourd'hui de façon certaine que le seul effet nuisible pour la santé, c'est son utilisation au volant. Le risque d'accident est alors multiplié par 4. L'inauguration de l'hôpital Georges Pompidou s'est faite dans une atmosphère houleuse sur fond de grogne des employés. Claude Pompidou, la veuve de l'ancien président, mais aussi Édouard Balladur et Jean Tibéri participaient à cette inauguration aux côtés de Jacques Chirac. Il faut dire que l'hôpital Pompidou, qui se veut le plus moderne d'Europe, est une énorme machine de 3000 employés. Il regroupe les services de 3 hôpitaux parisiens et ambitionne d'accueillir 800 malades. Tout ça ne va pas sans quelques ratés au départ, notamment du côté du système informatique. Reportage de Benoît Thévenet, Agnès Monteux et Jean-Louis Boussert. Quelques banderoles imprévues ont accueilli les visiteurs inhabituels de l'hôpital Georges Pompidou. Une partie du personnel affichait ainsi sa grogne. Le déménagement s'est terminé il y a quelques semaines, mais le navire hôpital, comme on le surnomme, doit faire face à quelques avaries que les membres du personnel supportent de plus en plus difficilement. Ouvrir un hôpital neuf, moderne, avec tout ce qu'on nous a vendu, c'est vrai que l'expérience s'avérait être alléchante. Mais l'écran est joli, mais le bijou qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce qu'on nous a vendu, quoi. L'hôpital du 3e millénaire veut parvenir au zéro papier. Tout est informatisé du dossier du patient à la gestion du bâtiment, mais le système subit encore trop souvent des pannes. Les problèmes informatiques ont par exemple des répercussions sur le laboratoire de biologie. Il faut ressaisir à la main une partie des résultats. Autre source d'agacement, les valises chargées de transporter courriers et prélèvements sanguins. Cachées sous les plafonds, elles se coincent régulièrement entre les portes coupe-feu. La logistique est elle aussi en difficulté. Commandes et livraisons ne suivent pas toujours et les ruptures de stock se sont répétées. Pour la direction, la bonne marche de l'hôpital n'est pas remise en cause. Les malades qui nous font confiance considèrent qu'ils sont bien entourés et plutôt dorlotés. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une grogne sur des petits épiphénomènes liés à quelques dysfonctionnements qui existent encore. Mais globalement, c'est un hôpital, ça y est, on est au stade du baptême et il décolle. Depuis juillet, une série de problèmes a été résolue et les premiers patients sont en général contents de leur séjour. L'hôpital Georges Pompidou accueillera 40 000 malades par an lorsqu'il aura atteint sa vitesse de croisière. Pas avant un an. Les premiers Rafale Marine, les nouveaux avions de combat qui doivent équiper l'avion Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle, sont arrivés sur la base aéronavale de Landivisiau dans le Finistère. Ils volent parfaitement bien, vous le voyez. Le porte-avions, lui, est en cale sèche. 4 nouvelles hélices viennent d'être commandées par la Marine pour remplacer celles qui sont défectueuses. Et l'enquête sur ces fameuses hélices devrait être rendue publique demain. Beaucoup plus scandaleuses, les conditions qui ont précédé la vente de 6 frégates Thomson à Taïwan. Une enquête est ouverte en France où l'on retrouve les noms de Thomson, d'Elf, de Roland Dumas et de Christine de Villers-Joncourt, sans parler d'Alfred Servan qui est toujours en fuite aux Philippines. Mais on oublie que les pots de vin versés à l'occasion de ce marché ont eu des conséquences autrement plus graves à Taïwan où il y a eu mort d'homme. L'enquête de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Tristan Lebras. C'est une unité de la marine taïwanaise qui garde le monument aux martyrs du pays. Mais l'honneur de ces hommes est aujourd'hui éclaboussé par l'affaire des 6 frégates Lafayette payées à prix d'or à la France. Ces amiraux sont soupçonnés d'avoir touché des commissions, mais aussi d'avoir couvert un assassinat, celui du colonel Yin, en décembre 1993. Depuis 7 ans, sa femme mène le combat pour la vérité. Le colonel Yin était venu en France à Lorient examiner les frégates. Il avait découvert que des commissions étaient versées et qu'une technologie semblable avait pu être vendue à la Chine communiste, toujours en conflit avec Taïwan. Le colonel Yin a été vu ici pour la dernière fois le 8 décembre 1993 et son corps retrouvé sur une plage.
Le procureur qui a suivi l'affaire estime qu'on aurait pu connaître les coupables tout de suite. L'enquête a commencé trop tard, c'est ça l'essentiel. Beaucoup de preuves avaient déjà disparu. La marine a reconnu trop tard que le colonel Yin avait été assassiné. Elle disait d'abord qu'il s'était suicidé. On a appris que c'était un assassinat seulement une semaine après. C'est pour que Taïwan nous achète ces frégates qui patrouillent aujourd'hui au large de la Chine rouge que la société Thomson a fait activer les réseaux ELF à travers Alfred Sirven. Il fallait aussi convaincre Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de l'époque, de lever son veto, car la Chine communiste était opposée à ce marché. La nouvelle équipe, qui vient d'arriver à la présidence de Taïwan, montre du doigt la société Thomson, dont le représentant est en fuite. Ce conseiller du chef de l'État, qui est venu en France négocier le contrat des frégates avec le colonel Yin, assassiné plus tard, a conservé ses photos en compagnie de Roland Dumas et Christine de Viéjoncourt. J'aimerais bien assister au procès de Roland Dumas, mais je ne suis pas sûr d'obtenir un visa pour votre pays. Vous pensez que je peux en avoir un? Le nouveau président taïwanais, Chen Shui-bian, veut faire la lumière sur cette affaire, qui a coûté au pays 18 milliards de francs. Mais il veut aussi profiter de l'occasion pour éliminer la vieille garde au sein de l'armée. Aujourd'hui, 5 généraux à la retraite sont détenus dans cette prison, et le général Rai, qui a négocié l'achat des frégates pour la marine, est inculpé. Cette femme, juge devenue députée, est rapporteure à l'Assemblée nationale du budget des frégates. Elle fait un lien étroit entre l'assassinat du colonel Yin et l'augmentation du prix des frégates en 1993, qui aurait permis de distribuer les commissions. En rouge sur son tableau, ce qu'auraient touché les responsables taïwanais, soit plus de 3 milliards de francs. Le colonel Yin avait remarqué que des commissions importantes avaient été versées. Il voulait mettre des bâtons dans les roues de ceux qui ont voulu toucher de l'argent. Il est parti avec son secret. C'est pour cela que les officiers taïwanais, comme l'amiral Ye, commandant en chef de la marine, seront à nouveau entendus. Combien ont touché les militaires taïwanais? Quelles sommes ont pu revenir vers la France? La justice à Taïwan se heurte à la fois au secret de 3 banques françaises et au secret défense. L'Europe fait des progrès. Les 15 pays de l'Union se sont mis d'accord sur un certain nombre de mesures pour éviter que des catastrophes comme celle de l'Erika se reproduisent. Patrick Fandiot. C'était en mars dernier. Loyola de Palacio, commissaire européenne au transport, visite un de ces fameux bateaux poubelles qui sillonnent les ports européens. Un navire battant pavillon malaisien, rongé par la corrosion et bloqué dans le port d'Anvers. 9 mois plus tard, Madame de Palacio est plutôt satisfaite. Elle a réussi hier soir à mettre d'accord les 15 ministres européens. Sous la présidence française de Jean-Claude Guessot, ils ont adopté une série de mesures pour renforcer la sécurité maritime. Dès l'année prochaine, ce sont quelques 4400 contrôles qui devraient être effectués par les inspecteurs dans les ports de l'Union. 4400 contre à peine 700 aujourd'hui. Les sociétés de classification du type RINA seront mieux surveillées. Si elles délivrent des certificats de complaisance, elles seront désormais sous la menace de sanctions financières en cas de naufrage ou de pollution. Les 15 vont exiger de nouvelles normes de construction pour les pétroliers ou les chimiquiers. Entre 2003 et 2015, tous devront être équipés d'une double coque. L'accès à des ports européens pourra aussi être interdit à certains navires à risque. De même, l'Europe veut rendre obligatoire la présence de boîtes noires. Autant de mesures qui pourraient heurter le droit maritime international et provoquer des litiges commerciaux. Seule l'Organisation maritime internationale peut changer les règles. Or, dans cette instance, l'Europe ne parle pas d'une seule voix et ne pèse pas grand-chose. La visite de Vojislav Koštunica à Paris, le nouveau dirigeant de la République fédérale de Yougoslavie, a été reçu par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Il a souhaité une coopération élargie avec la France, qui est prête à débloquer 20 millions de francs pour le financement d'opérations humanitaires dans les Balkans. Mais le sort de Slobodan Milosevic n'a pas été abordé. L'urgence pour le président de Koštunica, c'est d'abord de reconstruire son pays et de rétablir l'ordre à la frontière avec le Kosovo, où sévit la guérilla albanaise. Gérard Grisbeck et Jean-François Hoffmann ont pu le suivre pendant son voyage. On ne peut pas dire que Vojislav Koštunica a l'habitude des voyages officiels. Fraîchement élu président, il ne sait pas encore que sa place est en première. Il attend sagement que le temps passe et cherche à nouer quelques conversations, car l'homme est un timide, un peu gauche, plus à l'aise dans l'étude des dossiers qu'en représentation.
La dernière fois que je suis venu à Paris, c'était en 1992, au moment des derniers soubresauts de la Yougoslavie. Depuis, son pays a connu 8 ans de guerre et pour lui encore 8 ans d'opposition et d'isolement. À son arrivée, signe du changement, le nouvel ambassadeur qu'il vient juste de nommer est un opposant de toujours à Milosevic. Du Quai d'Orsay à Matignon, les premiers pas chez les officiels français sont hésitants. Lionel Jospin le familiarise avec la photo. On se resserrera la main pour les caméras. À la sortie, on nous confirme que l'on a parlé de tout ou presque. Est-ce que vous avez parlé de Slobodan Milosevic? Non. Étape suivante, plus émouvante, la rencontre avec la communauté serbe de Paris. Il y a aujourd'hui des gens qui n'étaient pas venus depuis des années. C'est un événement, vous savez, qui montre combien les choses ont changé. Des démocrates sont de retour après avoir longtemps boycotté l'ambassade. Radomir Diklic a toujours du mal à réaliser. Je pense que lui non plus, il n'a jamais imaginé qu'il serait le président et que je serais l'ambassadeur. Le changement, on l'a encore vu dans l'après-midi avec cette visite à une exposition à la Sorbonne sur la chute de Milosevic. Mais le nouveau président reste ferme, il ne le livrera pas au tribunal pénal international. Pour nous, cette question n'est pas la priorité. Surtout quand vous construisez un pays menacé au jour le jour. Le président yougoslave repart confiant, d'autant qu'il sait qu'il va largement remporter les élections législatives de samedi. En Turquie, une seule prison résiste encore à l'assaut des policiers, l'une des prisons d'Istanbul. L'assaut des forces de sécurité pour stopper la grève de la faim lancée par des détenus d'extrême gauche a fait pour l'instant 22 morts. Aujourd'hui, ce sont les détenus de Kanakkale, au nord-ouest du pays, qui ont fini par se rendre. En France, c'est un petit coup de théâtre sur la planète verte. Jean-Luc Benamias, le secrétaire national des Verts, autrement dit le numéro 1 du parti, décide de claquer la porte. Il reste adhérent du mouvement, mais renonce à ses fonctions pour protester contre les divisions et l'impuissance de son parti. Alban Mikosi et Cyril Paquier. Nous sommes le 12 novembre dernier à Toulouse, les Verts se déchirent. Lassé par les querelles internes entre les différents courants, le secrétaire national Jean-Luc Benamias claque la porte et quitte le Congrès avant la fin des travaux. Un quart d'heure plus tôt, les Verts avaient pourtant offert aux caméras l'image tant attendue. Tous les leaders unis et souriants. Ils s'étaient mis d'accord pour élaborer ensemble un véritable projet politique alternatif. C'est l'image même de ce qu'il ne faut plus faire, parce qu'on annonce déjà à la presse ou à quelques personnes, avant que tout le monde soit au courant, qu'enfin, au bout de 40 heures, une synthèse a été trouvée. Vous savez, ce qui sur le fond n'est pas mauvaise, mais sur la forme, c'est totalement à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire. Conclusion, les délégués, pressés par leur train du retour, approuveront à 75% un texte que beaucoup d'entre eux n'auront même pas lu. Autre illusion, selon Jean-Luc Benamias, les débats au sein de la gauche, dite plurielle. Une fois par an, les principaux responsables des 5 partis tiennent un sommet. Officiellement, c'est ici que sont finalisés les grands projets politiques. Chaque parti y est censé apporter sa contribution. On ne s'est pas réunis suffisamment souvent avant, ce qui fait que cette réunion, celle-là, typiquement, n'a servi strictement à rien. Les socialistes, qui sont largement majoritaires au Parlement, au sens de la majorité au nombre de députés, discutent entre eux, débattent entre eux, et considèrent bien trop souvent que quand ils ont débattu entre eux de manière contradictoire, ils ont fini, ils ont trouvé une espèce de consensus, et ils disent « Ah ça y est, on a trouvé la position commune ». Non, la position commune se trouve avec l'ensemble des formations. Jean-Luc Benamias qui pointe aussi les incohérences des Verts sur les dossiers environnementaux, eux qui sont par exemple pour les énergies propres et donc les éoliennes, mais aussi contre, car elles dégradent le paysage. C'est donc un homme là de gérer toutes ces contradictions qui s'en va. Le sénateur de l'Essonne, Xavier Dugoin, est exclu du RPR. Il vient d'en être informé par lettre. Une décision qui fait suite à sa condamnation définitive à 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour faux, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Revenons maintenant, 1 an après, sur les conséquences de la tempête qui a traversé la France de part en part en décembre dernier. François Privat, Philippe Ritten et Alain Darigrand se sont rendus à Port-des-Barques, un petit village de 1500 habitants en Charente-Maritime. L'eau, bien sûr, aujourd'hui s'est retirée, mais la tempête est encore présente dans toutes les têtes. Sur l'estuaire de la Charente, le calme de Port-des-Barques, un village de 1500 habitants. Ici, personne ne parvient à oublier la tempête et surtout l'inondation qu'elle a provoquée. C'est souvent que Jackie et Philippe sortent l'album de photos.
Quand on y repense après, quand on voit tout ce qui s'est passé, là c'est vraiment, quand on en parle ensemble, tout ce qu'on a vécu, là ce sera tout le temps, ça choque. Et puis, n'importe quelle conversation, quand on va faire, quand on est ensemble, c'est là. Ça ressort parce qu'il faut que ça ressorte. Et c'est un soulagement. Le 27 décembre dernier, à la nuit tombante, la Charente sort de son lit poussée par la marée et des vents de 150 km/h. Le village, privé d'électricité, est en grande partie inondé, avec parfois 1 mètre d'eau dans les maisons. Port-des-Barques cumule les dégâts causés par la tempête et l'eau salée. Il faudra un bon mois et le renfort de l'armée pour tout nettoyer. Aux dégâts des toitures s'ajoute l'humidité, encore plus difficile à maîtriser. Aujourd'hui, Christelle Guillot se prépare à passer Noël dans une maison entièrement rénovée. Les assurances ont tout payé, mais l'anxiété demeure. Je ne resterai pas dans la maison. Même si c'est une maison que vous aimez Même si c'est une maison qu'on aime, oui. Oui. Vous avez envie de changer, quoi. Oui, disons que j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu, c'est tout. Aussitôt après la tempête, c'est l'armée qui a reconstruit une partie des digues de Port-des-Barques. Mais le 6 novembre dernier, un coup de vent a provoqué une nouvelle montée des eaux. Les collectivités locales devront financer la mise en place d'une protection supplémentaire sur la Charente. Il est évident qu'il nous faut une protection ici, de ce côté de la Charente. Cette protection, nous l'avons obtenue, du moins nous en avons obtenu le principe. Maintenant, ce que nous demandons, et ce que tous mes administrés demandent, c'est que cette digue soit faite le plus rapidement possible, parce qu'ils ne dorment plus dès que le vent remonte. À Port-des-Barques, en moins d'1 an, 15 millions de francs de travaux ont dû être effectués, souvent dans l'urgence. 2 millions de francs resteront à la charge de cette petite commune. Football en match avancé de la 22e journée du championnat de France de première division. Nantes s'est imposé face à Bordeaux en fin d'après-midi, 2-0. But marqué, vous l'avez vu, par Moldovan et maintenant par Carrière. Les Nantais reprennent ainsi la tête du championnat dans l'attente du résultat du match qui opposera ce soir Sedan à Rennes. Et puis je vous rappelle que l'OM s'est offert un petit Noël hier en battant Monaco 2-1. Dans les Highlands écossais, on n'en revient pas encore. L'annonce du mariage demain de Madonna avec le réalisateur britannique Guy Ritchie a provoqué un afflux monstrueux de journalistes. Ils sont plus d'1 millier à s'être précipités du monde entier. Une invasion que cette région d'Écosse n'avait pas connue depuis celle des Vikings il y a 12 siècles. Parmi les envahisseurs, Laurent Boussier. L'histoire pourrait s'appeler un mariage et un couffin. Le mariage c'est pour demain, le couffin c'était tout à l'heure quand Madonna, son futur mari et ses invités célèbres sont venus baptiser Rocco, 4 mois, dans la cathédrale de Dornoch. Pas de caméra pendant la cérémonie, mais à l'extérieur, des centaines de journalistes, de photographes, de caméramans, et malgré le froid écossais, une ambiance assez chaude. Il faut dire qu'entre la sortie de sa voiture, protégée par ses gardes du corps, et la porte de la cathédrale, la star est apparue, au moins 10 secondes en public. Mais qu'à cela ne tienne, un événement comme celui-là, il ne faut pas le manquer. Alors, en l'absence de Madonna, on a pu voir dans les rues de Dornoch des dizaines de caméras filmant l'unique joueur de cornemuse, des photographes photographiant des journalistes et des journalistes demandant aux habitants de la ville leurs impressions. J'espère que tout ira bien et que le mariage se passera bien demain. C'est bien pour l'Écosse, tout ce beau monde. Ça n'était jamais arrivé avant et ça n'arrivera plus jamais. Je dois reconnaître que ça va faire beaucoup de bien au tourisme écossais, comme la venue de la reine Victoria il y a 100 ans. On est ravis. On avait déjà vu des journalistes, mais jamais autant en même temps. Quant au château où se sont réfugiés Madonna et ses invités, impossible de s'en approcher. Pour la tranquillité des stars, quelques gardes en assurent une sécurité musclée. De mémoire d'habitants de Dornoch, on n'avait évidemment jamais vu ça. Pourtant ici, la presse et les médias on connaît. L'autre star locale, le monstre du Loch Ness, qu'on a vu à peine moins souvent que Madonna. Le monstre du Loch Ness, donc, attire toujours chaque été ici quelques dizaines de journalistes. Le personnage mythique des bandes dessinées d'Hugo Pratt, Corto Maltese, se met en mouvement. Un dessin animé que l'on pourra voir à l'automne prochain, une réalisation française que nous font découvrir Marie-Hélène Bonneau et Pascal Pueyo. Une bande dessinée en noir et blanc, un héros mythique créé en 1967, Corto Maltese. Hugo Pratt l'a dessiné pendant 30 ans à travers 12 albums. Et voilà que le héros s'anime et prend des couleurs. Ton ami a eu trop de chance. Que veux-tu dire? Les hommes qui travaillent sur ce bateau sont payés par la Société du coucher de soleil rouge. Pour voir enfin vivre ce marin solitaire, il aura fallu 3 ans de travail à 150 personnes à Paris, Angoulême et en Corée.
Difficulté pour les dessinateurs, il n'y a pas un Corto mais plusieurs. Celui de l'album Corto Maltese en Sibérie est sans doute le plus abouti. Pour en faire un film, il a fallu respecter le trait du créateur tout en faisant bouger les différents personnages. Il a fallu aussi imaginer des couleurs pour le film. La coloriste a étudié plusieurs mois dans des librairies militaires. Et puis question importante, quelle couleur donner aux yeux du héros? On s'est rendu compte qu'il était le fils d'une gitane et le fils d'un marin. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de trouver une couleur pas banale, mais pas complètement non plus irréelle. Donc on a trouvé cette couleur miel qui donne un côté mystérieux. L'histoire se déroule en 1918. Corto Maltese traverse la Sibérie à la poursuite d'un train chargé d'or. Un scénario idéal pour une adaptation au cinéma où l'on voit peu de dessins animés français. C'est long, c'est un vrai défi. Il y a l'ombre de Disney qui plane qui rafle quand même 80 ou 90% du marché. Donc à chaque fois, on est un peu le challenger, enfin le type qui va défier Goliath, quoi. Les premières images viennent de voir le jour. Le film sortira à l'automne prochain et c'est Richard Berry qui prêtera sa voix à Corto Maltese. Une image de Noël avant de refermer ce journal, celle d'un Père Noël en hélicoptère qui atterrit à l'hôpital de Garches dans la région parisienne. Une belle surprise pour 150 enfants hospitalisés et qui n'imaginaient pas que le Père Noël était à ce point moderne. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous rappelle l'un des principaux titres. Jean-Christophe Mitterrand en route vers le bureau du juge Courroy pour y être sans doute mis en examen. Le fils de l'ancien président de la République est entendu dans le cadre d'une enquête sur une affaire de trafic d'armes et de blanchiment d'argent. Tout de suite, la météo, Sophie Davant, suivie du point route de Valérie Maurice. Ce soir, dans Ouest Spécial, une enquête de Cyril Deveau et Éric Delagnos sur la secte des Raéliens. À minuit 35, le dernier journal, ce sera Laurence Piquet. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, pour parler retraite, évidemment. À 13h, ce sera Gérard Rolls et à 20h, Béatrice Schoenberg. Bonne soirée sur France 2.